Maga laissa ce testament inscrit en épitaphe au mausolée où il repose dans sa ville de Parakou. Je vous laisse en héritage ma lutte pour que plus Dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960. marqué par les dégâts des coups d'État au Dahomey en Afrique. Hubert Maga laissa ce testament inscrit en épitaphe au mausolée où il repose dans sa ville de Parakou. Je vous laisse en héritage ma lutte pour que plus jamais le sang ne coule dans ce pays. Hubert Koutoukou Maga. Le président Hubert Maga, il faut le prendre sous plusieurs angles. De par ses origines d'abord, sa mère étant Bariba, son père est burkinabé, c'est-à-dire voltaïque, qui est venu ici sous la période coloniale travailler, et c'est là où il a épousé ma tante, et il a eu donc entre autres le président Maga. Mon grand-père et le père du président Maga, d'un village Mossi, ont émigré avec d'autres vers le Bénin d'aujourd'hui, en l'occurrence Parakou, où ils se sont installés. Les chemins de fer ayant à l'époque besoin de personnel. À son décès, le père du président fut enterré dans la maison de son cousin qui était mon grand-père, qui, en décédant à son tour, confia le président Maga, qui était beaucoup plus jeune, à mon père. Son papa s'appelait Traoré Maga et sa maman Azoumi. Par rapport à ce qu'il m'a dit, le président Hubert Maga était dans les mêmes conditions que tous les enfants du milieu du contexte culturel auquel il appartient. Et il est resté avec sa mère. Son père était à Parakou avant sa mort. Et vraiment dans des conditions modestes. J'ai eu, par bonheur, la chance de faire un périple avec certains de ses promotionnaires et amis et collègues, en l'occurrence le feu président Maurice Yameogo, qui est quand même de Koudougou, et on a estimé que ce serait peut-être une déformation de l'écriture du nom de ce village qui est devenu Koutoukou au lieu de Koudougou. Koudougou, attribué à un enfant comme prénom, signifie que les parents de l'enfant ont eu des difficultés pour concevoir. Et ils sont allés auprès des forgerons pour demander à ce qu'ils fassent des sacrifices, à ce qu'ils invoquent les ancêtres ou les ancêtres de la forge pour que la femme puisse concevoir. Sa mère a eu un seul garçon, c'est lui. Le président Hubert Maga est mon ami depuis l'école primaire. Mais surtout depuis l'école primaire supérieure Victor Ballot. Il a été élève de mon père. Donc, c'est une vieille connaissance, une vieille amitié. Il s'est marié à une fille de Villa dont les parents étaient avec des miens, que je connaissais moi-même. Nous étions à l'école de médecine ensemble.
il n'y a pas de problème. Il était marié, régulièrement marié, à l'église comme à l'état civil. Le président Maga a rencontré Madame Maga quand ils étaient à Dakar. Elle est de Ouida, le président Maga est du Nord. Quand sa fiancée est allée annoncer la nouvelle, il paraîtrait que ça a été un tollé général dans la ville. Là-bas, on dit, il n'est pas question. Qu'est-ce que tu veux nous apporter, toi? Tu vas épouser un Kai-Kai? Nous ne sommes pas d'accord. Alors, l'avocat, celui grâce à qui le président Maga a pu, en tant que nordiste, épouser une fille du Sud, c'est le père à Madame Soglo Rosine. C'est son parrain. C'est lui qui a été leur dire, il n'y a pas de Kai-Kai, il n'y a pas de Nord, il n'y a pas de Sud. Ils s'aiment, il faut qu'ils se marient. Il a eu 5 enfants dans sa vie, 2 garçons et 3 filles. Il aimait beaucoup sa famille. Et quand la saison arrive, il ne ratait pas d'aller faire une partie de chasse à Porga. Je n'aimais pas tout chez lui, mais rien ne me repoussait. S'il y a défaut, le président Hubert Maga, il s'énerve peut-être très vite. Et quand, bon, il n'est pas d'accord, il me le dit clair. Il était un peu distant de sa famille au profit de la nation. Il est capable de colère, il est capable de réaction un peu chauvine, mais au fond, c'est un homme pondéré, humain, croyant et par conséquent essayant d'être juste. C'est une conception innée chez lui. Hein. Ce n'est pas la religion qui l'a entraîné à être ce qu'il était. Mais je sais qu'il était très catholique, très fervent, et il aimait beaucoup aller à l'église. Et parmi ses amis, il comptait beaucoup de religieux, les prêtres, les évêques. C'était un homme très intègre, honnête, et il n'aimait pas... il était surtout contre la corruption. C'était un homme très fraternel. Il avait une particularité. D'abord, c'était un gros travailleur. À 8 h du matin, il était à son bureau. Cette école-là était une école régionale. L'école régionale qui avait à peine 1 ou 2 classes. Et cette école est créée en 1913. Selon les archives que nous avons consultées, Hubert Maga est arrivé dans cette école en 1936. Voilà l'une des classes là où Hubert Maga a enseigné. La classe existe, mais cette classe vient d'être réfectionnée par le gouvernement actuel. Donc c'est d'ici qu'il a quitté pour Natengo. Une grande majorité des hauts cadres du Nord sortis sous la période coloniale a passé par la maison du président Maga à Natitengu. Tous ceux qui avaient des enfants qui étaient déjà au niveau primaire, pour la plupart, on les envoyait au président Maga. Si bien que sa maison était pleine. Nous étions plus d'une vingtaine qu'il nourrissait, qu'il élevait et qu'il alphabétisait. Une question. Qui appelle-t-on le père de l'indépendance du Bénin? C'est le président Hubert Maga. Et c'était à quelle année? Le 1er août 1960. Avant de devenir député, premier ministre et président de la République ou père de l'indépendance. Vous savez pas comment il a commencé?
parmi ces écoles où il a enseigné, quelle école on peut citer? Adam. Monsieur Hubert Maga a enseigné ici à l'école urbaine Saint-Donat-Tengu. Un bas pour lui. L'école de Nati-Tengu venait d'être une école régionale. C'était une école de village, comme on l'appelait, à une seule classe. Et c'est en 1935 que c'est devenu une école régionale. Donc il y avait une petite progression. Quand M. Maga arrivait, l'école était à 3 classes déjà. Et il est resté là, très bon maître, très dévoué. Aucun élève n'arrivait à l'école avant lui, en 1938. Il fallait donc présenter des élèves au certificat d'études. Ce premier contingent était composé de 5 élèves, dont moi. Il ne manque pas de venir au village, Nati-Tengu était un petit village à cette époque, moins de 1000 habitants. Et il parcourait les maisons où se trouvaient les élèves pour voir comment on s'organisait pour les études à la maison. Il n'était pas satisfait. Et les jeudis, au lieu de laisser les gens se reposer à la maison, il devait venir à l'école pendant au moins 2 heures. On étudie avant que chacun ne rentre chez soi. Au temps colonial, il est difficile aux parents surtout d'envoyer les enfants à l'école. Il s'est employé à cela. Il va même dans les faubourgs pour chercher les enfants. Un jour, il m'a dit, il a dit à mon grand frère, saute pas de me prendre. Notamment. Ils sont préparés, ils se disent, bon, c'est toi qui marches bien. Je dis oui. Viens nous accompagner. Oh, c'était pour m'amener à l'école. Moi, je ne savais pas. On va. On arrive ici, à Nati-Tengu. C'est là que j'ai commencé par entendre, oh! Un de mes parents, mes grands frères avait dit, on veut t'emmener à l'école. C'est toi qui veux faire le blanc toujours ici. Je dis, vite. Mais quand j'ai entendu ici, j'ai dit, ça y est. J'ai pris la fuite pour repartir. Je ne connaissais pas la ville. Mon grand frère a suivi. Mais je courais plus que lui. Mais il est arrivé à m'attraper. Il tenait ma main. Je criais quand on m'a amené ici à l'école. Koulibaly était le directeur de l'école. Maga était son adjoint. Et Maga tenait le CM2. Et mon grand frère, qui m'a apporté et qui m'a amené, il dit, si tu te sauves, tu sais combien de fois tu aimes ton papa? Son coup. Félicien Koulibaly est parti et automatiquement, Maga est devenu directeur de l'école à 6 classes. Il a gardé dignement l'école de Nati-Tengu. Il a même créé une cantine. Je restais toujours à la cantine. Et c'est moi qui nettoyais son bureau. Et quand il avait besoin de commission, Trakato! Et quand on m'envoyait, c'est la vitesse. Nous prenons Maga Koutoukou, date et lieu de naissance, août 1916 à Parakou. En fouillant les documents, j'ai constaté que son nom figure dans 3 documents et porte des renseignements différents. Et ce qui a retenu surtout mon attention, c'est l'année à laquelle il est élu député à l'Assemblée nationale du Dahomey et président de la République. C'était un enseignant de très grande valeur qui, dans cette période-là, venant de la région septentrionale, était un des rares, cette région qui avait pu faire les grandes écoles coloniales de l'époque
et qui est devenu un instituteur principal. Il aimait beaucoup animer la jeunesse. Il animait beaucoup la jeunesse en ce sens que il a dirigé une troupe de scouts de France. Et cette troupe était la toute première d'ailleurs du Dahomey à l'époque. Les scouts de France, tu t'amuseras, les scouts de France, tu t'amuseras. Mieux que tes amis, tu trouveras chez nous des frères. Mieux que tes amis, tu trouveras chez nous des frères. Ah, c'est quoi toujours? Prêt. C'est quoi tout ça? Alors, on était scouts. Moi, j'étais chef de patrouille des éperviers. Mathieu, là, il était chef. Enfin, Mathieu, nous sommes à l'école. C'est pour Mathieu. Il y a les éléphants, les lapins, il y a les éperviers. Voici les 6 patrouilles qui vous peuvent présenter. Elles ont toute la bonne bouillie, vous pouvez en juger. En juger, en juger. Voici les éléphants qui sont toujours en tête, en train de la tour Végan. C'était la tour Végan. Au son de les trompettes, les trompettes. Les trompettes, nous sommes des éperviers qui planons dans les airs, cochetons les poulets et faisons bonne chair, bonne chair, bonne chair. Ah, 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 ah. Il était très bon, il était familier à tout le monde. Chacun le sollicitait pour des conseils. Et lorsque la loi avait permis aux Africains d'avoir des élus, Nantitengou devait présenter un candidat. C'est unanimement, bien qu'il ne soit pas originaire de Nantitengou, que nous, ces anciens collaborateurs, ces anciens élèves qui étaient par ici, par là, on a décidé de le soutenir pour qu'il soit candidat. Voilà comment M. Maga a été élu à Nantitengou. À la grande surprise de beaucoup, il a pu fédérer, n'est-ce pas, les voix de sa région pour qu'il soit le 2e député du Dahomey à côté du grand président Souroubinga Apiti. En 1952, il était élu conseiller général, un conseil qui n'avait qu'un pouvoir consultatif et non législatif. Avec la loi Gaston Defferre, en 1956, l'Assemblée française voulait que le gouvernement français accélère la politique dans les territoires d'outre-mer. Il y a eu des renouvellements des élections et Maga était encore réélu conseiller territorial. Maga s'était fait beaucoup d'amis et c'est ainsi que, en 1956, un de ses amis, Félix Gaillard, était devenu président français et il a pris dans son gouvernement M. Hubert Maga comme sous-secrétaire d'État aux affaires sociales. Étant donné qu'un sous-secrétaire d'État avait rang de ministre, donc il était venu comme ministre français au Dahomey. Après le gouvernement Félix Gaillard, il s'est replié un peu sur le pays. Apiti, en formant un gouvernement, l'a pris comme ministre du Travail et des Affaires sociales. Quand le général de Gaulle, en 1958, a entrepris sa grande tournée pour proposer aux territoires d'outre-mer de choisir entre demeurer territoire d'outre-mer
ou opter pour être département d'outre-mer, donc une partie de la France, ou opter carrément pour être État membre de la communauté. Donc à la table de discussion, on discutait à égalité. Et finalement, nous nous sommes résolus à opter pour le statut d'État membre de la communauté. Donc il fallait le 28 septembre voter oui ou non. Et le 28 septembre, le oui l'a emporté au Dahomey. Bon, à l'époque, la situation politique s'était dégradée parce que les gens ne voulaient plus d'Apiti comme Premier ministre. Le président Aomadegwe s'est rapproché du président Maga et c'est là où il lui a proposé au président Maga de le proposer comme premier candidat à la magistrature suprême de l'époque. Le président Maga a pris peur, il a cru à un piège, mais c'est le président Houphouët-Boigny qui a téléphoné, qui est un ami particulier et sincère au président Justin Aomadegwe. C'est le président Houphouët-Boigny qui a téléphoné au président Maga pour dire: on t'apporte le pouvoir sur un plateau d'or et tu refuses. Ne commets pas la bêtise de refuser. Les circonstances de la vie politique ont amené des brouilles, n'est-ce pas, dans les partis PRD, UDD, etc. Et c'est ce qui l'a propulsé, lui, au devant de la scène, un peu comme un arbitre. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. C'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui consacrera l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité, jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur. Je ne peux pas m'en glorifier en disant aujourd'hui c'est moi qui ai obtenu l'indépendance. C'est le travail de tout un chacun. Mais le hasard a voulu que je sois là. Le président Maga, en fait, a proclamé l'indépendance du Dahomey en tant que Premier ministre. Et c'est en décembre 1960 qu'il a été élu président de la République. Donc le gouverneur Charles-Henri Bonfils, qui était le gouverneur en poste à la proclamation de l'indépendance, devait passer service, les pouvoirs du moins, à M. Hubert Maga, Premier ministre, qui devenait ainsi le premier président, chef du gouvernement. Les Senghor, les Houphouët-Boigny, les Maga, tout ce monde voulait que dans le cadre français, on nous traite mieux. Voilà, c'était ça les relations. Au point que quand il était président, il y avait eu ici une mission française de haut niveau avec M. Georges Gors à l'époque, Foucard, Foyer, c'était les grands noms de la coopération française à l'époque. Et quelque part à Porga, il y avait eu une visite de ces personnages. Et dans le livre d'or, on lit ceci: avec Maga, tout va. C'est vous dire que les rapports étaient excellents, étaient ceux qui pouvaient être dans un cadre colonial. Ils ne voyaient pas comme un Nkrumah qui disait, n'est-ce pas, un peuple qui n'est pas gouverné par ses fils est informe et absurde. Nous n'osions pas aller jusque-là. Cette indépendance sans la monnaie, c'est pas une indépendance. Quand il y a même des problèmes à l'extérieur, la France envoyait pour dire voilà le chemin à suivre, voilà, il faut voter, ceci, cela. Si vous ne le faites pas, ils contrôlent notre budget. C'est pas possible. Maga, quand même, a accepté, à ma suggestion, d'aller faire une visite assez discrète à Nkrumah. Nous avons été reçus par Nkrumah à Pouziga, dans le nord du Ghana. Et cette visite a surpris un peu les amis français ou les amis coloniaux, n'est-ce pas, du Dahomey à l'époque. C'est donc que Maga était quand même ouvert au vent d'une Afrique plus indépendante,
au vent de l'Afrique qui se prend en charge et qui n'ignore pas les voisins qui avaient fait d'autres choix plus courageux que le nôtre. Nous avons été menés comme des bêtes de somme. La France, la Côte d'Ivoire et le terrain. Ces présidents-là n'étaient pas du tout libres. Du tout, du tout. Parce qu'absolument qu'il ait même que des bonnes idées aient germé en lui. Il ne pouvait pas les imposer. On n'est pas indépendant quand on reçoit des subventions pour le développement de son pays. Mais au départ, le président Maga voulait justement rompre ce cordon ombilical, notre dépendance économique par rapport à l'ancien colonisateur. Bon, il a lancé des idées. Souvent, il a envoyé des délégations voir comment les Israéliens ils sont arrivés à maintenant monter la culture agricole, même sur des terrains stériles là-bas. Et là-bas, c'est de là-bas qu'on a appris que les autres faisaient des champs collectifs. Le retour à la terre. Donc nous, en Atitangou ici, dès qu'il a sorti le mot, ça a été vraiment... Tout le monde s'est adhéré. Hubert Manga, il est toujours en tournée. Il va là-bas, il va dans toutes les communes. Et c'est ça qui est bon pour nous avant. Parce qu'il faut connaître le président qui est là. Tous les gouvernements ont ce problème que nous avons d'avoir des terres inoccupées. Quand vous allez en Chine ou en Asie, en tout cas, quand vous traversez des étendues sans cultiver, sans construire, c'est une catastrophe. Donc le président Maga a initié, n'est-ce pas, des champs collectifs, juste pour mobiliser, n'est-ce pas, ces jeunes qui essayent de s'investir et qui n'y arrivent pas. Au même moment, il interdisait l'abattage des plants de karité, parce que les noix de karité constituaient également une fortune. Ensuite, il voulait spécialiser chaque département de ce pays dans les cultures naturelles dont Dieu a doté ces régions. Ceux qui devaient encourager le système se sont brutalement retournés vers les bureaux. Ils ont oublié la terre. Alors que sans la terre, il n'y a rien. Vous pouvez même être dans les bureaux. Vous mourrez de faim. C'était parti pour ne pas... C'est des bonnes idées qu'on nous a données. Mais compte tenu de ce que nous sommes, ça ne pouvait pas. Les gens ont pris ça pour dire qu'il obligeait les gens à faire des travaux forcés. Or, ce n'était pas forcé. Il y a certains villages qui bénéficient de ça encore aujourd'hui. Les paysans n'ont pas compris et puis il y avait un peu de politique en dessous et cela a foiré. Pendant toute la période coloniale, nous appartenions à l'AOF, un ensemble, et chaque pays apportait sa contribution financière et autres pour le budget de l'AOF. Donc l'AOF disposait d'un pactole immobilier, financier et autres. Et à l'indépendance, il fallait procéder au partage. Bon, donc chaque président a eu sa part. Je n'en connais pas le montant, mais ce que je sais, quand le président Maga a été informé du montant de ce qui revenait au Dahomey à l'époque, immédiatement, il a lancé un plan de réalisation. Donc, ces œuvres qui sont là aujourd'hui encore et qui ont survécu au temps et à l'espace, c'est le président Maga qui l'a fait. Comment? Avec l'argent qu'il a reçu. Les réalisations, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses et je pourrais citer entre autres le port de Cotonou, le CNHU, le palais de la présidence, le palais des congrès, le conseil de l'entente, l'université. Le décret de création des deux universités, à Boumekaravi et Parakou et tout, c'était Maga. Le coton, l'arachide et l'anacardier, tout ça c'est Maga. En 3 ans. Un ancien instituteur. Maître, directeur d'une classe.
de 40-50 élèves, qui étaient déjà, comment puis-je dire, toute sa vie durant, c'était la formation. Oh là-bas, hey, criez-vous, taisez-vous, 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 taisez-vous. C'est ce qu'il est, ça, c'est sa vie, ça. Et on le prend un jour, on en fait président de la République. Ça a fait que son mandat ne pouvait pas durer. Je ne veux pas venir aux conditions de tout ce que tout ça a accouché. Il y a eu plusieurs affaires, entre autres l'affaire Boïki et consorts. Boïki, il est de la région de Sakété, du plateau. Et c'était un conseiller général, ça veut dire une sorte de député. Et cette affaire, je crois que à l'intérieur de Sakété, il y avait des problèmes, des querelles entre eux. Et un certain Dossou Daniel a été assassiné. On a retrouvé son corps plus tard dans les marais de Sakété. Et on a dit que le commanditaire était Boïki. Boïki, ils ont imputé ça à une mauvaise sécurité de l'État du président Maga. Parce que Boïki était du parti de Petit, puis après du parti de Maga. Et ils ont mis ça sur le compte du président Maga. Pendant ce temps-là, moi-même j'étais député. C'est un de nos collègues qui a été arrêté. Donc il fallait lever son immunité parlementaire, ce que nous avions fait à l'époque. Les gens dans la rue trouvaient que c'était insuffisant parce qu'il y avait les syndicalistes qui étaient en dessous. L'affaire Boïki, pour moi, c'est une affaire privée qu'on a transformée en affaire politique, tout simplement parce qu'il fallait faire partie du président Hubert Maga. Le Dahomey Bénin est difficile à gouverner. L'opposition cherche, n'est-ce pas, une alternance. À tout moment, il y a des choses que l'on dit, n'est-ce pas, pour essayer, n'est-ce pas, de troubler le peuple, pour remettre tout en cause. C'est le rôle de l'opposition. Mais cette opposition devait être constructive. C'est signé Boutoukou Maga. Et cela s'inspire d'une réalité historique, en ce sens que quand le coup d'État qu'il a renversé en 63, se préparait, lui il était en visite officielle à l'étranger. C'est ça. À Taïwan. Et à son retour à Paris, j'étais là, j'étais allé le voir, et le général de Gaulle lui avait demandé de faire appel à l'armée pour remettre de l'ordre et reprendre le pouvoir parce qu'il y avait un complot qui se préparait pour le renverser. Ils sont revenus à Cotonou. Le général de Soglo a demandé la réquisition pour mettre de l'ordre. Le président Maga a dit non. Vous les militaires, vous avez la gâchette rapide et trop facile, vous allez tuer. Et il ne sera pas dit que moi, Maga, pour garder le pouvoir dans ce pays, j'ai tué un Dahoméen à cause du pouvoir. Pour cela, je préfère vous remettre le pouvoir plutôt que de vous donner la réquisition. Donc l'idée est partie de là. Et ça a fait le soubassement de son principe existentialiste, c'est-à-dire verser le sang du prochain, quels que soient les motifs et les raisons, il est contre. Et c'est ainsi que le capitaine Soglo à l'époque et Alain sont allés rapidement vers Porto-Novo. Quand ils ont vu ces deux militaires-là venir, ils ont commencé par dire l'armée au pouvoir, l'armée au pouvoir. Et Soglo les a calmés en disant retournez chez vous, le pouvoir est entre les mains de l'armée, retournez. Et quand Soglo a fait sa déclaration, l'ordre est revenu. Voilà comment Maga a quitté le pouvoir. Je crois que la France faisait pression sur Soglo en disant maintenant que vous avez remis de l'ordre, remettez-lui le pouvoir pour qu'il achève son mandat. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'on a déclaré qu'il y a complot. Et on a décidé de mettre Maga en résidence surveillée. On l'a sorti du gouvernement. J'étais là quand on est venu l'embarquer pour l'amener à Boïko, où on l'a enfermé. C'est toujours gênant pour quelqu'un qui était libre, chef d'État, qui se retrouve confiné entre un enclos, une villa ou une chambre. C'est assez pénible. Il y a eu toutes les péripéties qui nous ont amenés là. Maga était en détention.
Il y avait tension au nord et les militaires donc les ont appelés, les 4 présidents, y compris Jésus, mais ils sont refusés. Ils les ont appelés les frères pour dire, bon, écoutez, entendez-vous, vous allez pendant 6 ans diriger ce pays ensemble. Qui va commencer, qui va suivre, qui va fermer le banc. Jusqu'à la veille, ils n'ont pas pu s'entendre. Et dans la journée, par émissaire interposé, le président Ahmadou s'est encore rapproché du président Maga et ils se sont entendus. Ahmadou est d'accord. Maga prendra le premier tour, Ahmadou prendra le deuxième tour, 2 ans, et Apiti prendra le dernier tour, 2 ans. Ça fait 6 ans. Voilà comment Maga est revenu encore président de la République, au moins pendant 2 ans, de 70 à 72. Je regrette que les circonstances des robots politiques, n'est-ce pas, aient conduit à des coups d'État qui n'ont pas permis à Maga de terminer correctement des œuvres sociales, économiques bien engagées. Les 2 qui étaient ce jour-là au Conseil des ministres, Ahmadou et lui, ont été pris. Par solidarité, Apiti est revenu et lui aussi, on l'a encore mis en résidence là-bas. Ils étaient les 3 là-bas. Les 3 sont restés à Avrancourt. Et à Avrancourt, on a commencé à dire encore les 3 ensemble, non, il vaut mieux les mettre séparément. Et c'est ainsi qu'on les a toujours traînés en résidence surveillée. Pour dire la vérité, je déplorais la chose, j'étais loin d'ici, je sais que c'était très dur pour sa famille, notamment pour son épouse, pour les épouses de nos présidents. Tout le monde a gardé son calme. Il a été trimballé de résidence en résidence jusqu'au moment où on a eu à le libérer. Le fait qu'ils soient tous les 3 a permis de découvrir qu'en dehors de l'entourage, c'était des hommes de bons viveurs. C'était des hommes qui aimaient bien vivre. Quand on amenait la nourriture à l'heure, ensemble, ils mangeaient. Alors, on se demande, mais tout ce qu'on a connu là, d'où ça venait? C'est facile à connaître. C'est l'entourage. De gauche comme de droite. Parce que Maga, je suis allé les voir une fois, mais avoir Apiti, appeler Maga ou Monégui, encore 3 frères qui n'ont rien à se reprocher. Mais une fois qu'ils sortent de là, les hostilités commencent. Ils étaient tous les 3 en détention pendant 9 ans. Et ça a étonné plus d'un qui connaissait les relations entre le président Maga et le président Kérékou. C'est Maga qui a élevé, qui est le père, je dirais, adoptif de Kérékou, jusqu'à ce qu'il soit devenu militaire, officier et tout. Il ne peut plus tenir compte de ce qu'il a été. Oh. C'est ça, c'est la politique. Quand sa mère est décédée, il a demandé à aller aux obsèques. On a failli lui donner seulement une autorisation avec une armada de soldats et autres pour l'accompagner. Quand il a refusé, il a dit non que lui, dans ces conditions, qu'on enterre sa mère sans lui. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a bien pu dire à Kérékou. Et c'est ainsi qu'il a dit, bon, libérez-le carrément et libérez les 2 autres. Voilà comment le président Maga a été libéré. Bon, tout ça, c'est l'histoire, c'est le passé. Il faut le raconter, mais il ne faut pas le revivre. La mère du président Maga fut à sa mort en 81, elle aussi enterrée à côté de son mari. Voilà comment son neveu que je suis est devenu le gardien de cette 2 tombes à côté de ma case à Paracoula. On voudrait savoir quelles sont ses intentions au moment où
dans la période où on était là, est-ce qu'il voudrait encore revenir en politique et lui dire ce qu'il en était. C'est là qu'il nous a dit manifestement que lui, il a pris sa retraite politique. Il parlait de 1989, qu'il a pris sa retraite politique. C'était la période où, par chance, on a pu faire revenir dans le pays l'ensemble des forces politiques qui s'étaient établies à l'extérieur. Donc nous avons eu la chance, le président Apiti malheureusement avait déjà disparu, mais donc le président Maga, le président Rouanégbé, le président Zinsou, tous ceux qui pouvaient revenir pour participer à cette remise à plat, n'est-ce pas, des institutions, des enjeux, l'ont fait. Et le président Maga a joué un rôle très important de mobilisation, n'est-ce pas. Il a eu des réunions chez moi à Djirébé, il y a eu des réunions chez lui, n'est-ce pas. Il a participé véritablement à mettre également un peu hors d'état de nuire certains militaires comme Kondé qui cherchaient encore à donner de la voix. À 11h, je vous tendais la perche. Vous n'avez pas répondu. Vous avez attaqué mon armée. À midi, je vous reprenais la perche. Et je vous assommais avec cette même perche. Je suis content. En tout état de cause, si demain, aux élections, Kérékou n'était pas candidat à la présidence de la République, Kondé sera candidat à la présidence de la République. J'ai toujours dit, et ce n'est pas par peur, je ne veux pas voir couler du sang dans ce pays. Nous autres, on avait comme candidat du présidium Moïse Messan. C'est le président Maga qui a appelé Pascal. Il nous a appelé et a dit non, il faut mettre quelqu'un qui est en dehors de tout le monde. Et c'est comme ça que Maga a proposé Monseigneur de Souza. C'est Maga qui a proposé Monseigneur de Souza. Ensuite, l'autre étape, il dit tout ce que les gens disent, accepte. Mais sauf que tu ne sois pas président. C'est ce que Kérékou a dit, accepte. Il dit, j'accepte tout, mais ne me dites pas démission. Sont nommés membres de la Cour constitutionnelle les personnes ci-après. Elisabeth Poyon, en qualité de magistrat, Alfred Elebé, en qualité de magistrat, Bruno Arlonsou, en qualité de juriste, Hubert Maga, personnalité. Mesdames et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, vous voudrez bien, à l'appel de vos noms et prénoms, vous lever et la main droite levée dire « Je le jure ». Madame Elisabeth Poyon. Je le jure. Monsieur Alfred Elebé. Je le jure. Monsieur Hubert Maga. Je le jure. Monsieur Maurice Amaranzo Clélé. Je le jure. C'est l'équipe de la Cour constitutionnelle qui fait son entrée habillée en toge rouge, apparemment noire, et avec en tête Madame Elisabeth Poyon, comme vous vous y attendez. Eh bien, ils sont fortement applaudis ici. Alors je vous dis, fortement applaudis. C'est des gens qui ont fait un travail remarquable. Ils ont résisté à toutes les pressions possibles. Et je vous dis c'est le poids de l'âge. Et ce sont les séquelles de tout le travail qu'il a abattu toute sa vie. Il était fatigué. Avoir été président 2 fois au Daoumé, c'est pas donné.
Oui, c'est pour garder en mémoire le président Hubert Maga. Pour qu'on puisse se rappeler tout le temps, à chaque fois que ce nom a été donné en mémoire de tout ce qu'il a fait pour le pays, pour que son nom puisse être perpétué pour les générations à venir. Vous pouvez me rappeler en quelle année Hubert Maga est décédé? Hubert Maga est décédé le 8 mai 2000 à Cotonou. Hubert Maga est décédé le 8 mai, effectivement le 8 mai 2000 à Cotonou. Ça, je vois que vous êtes bien renseigné sur Hubert Maga. Ce n'est pas au hasard que vous êtes à Hubert Maga. Je comprends très bien. Le président Maga est mort le 8 mai 2000. Son épouse est décédée le 13 mai 2007. C'est après, mais tous au mois de mai. Là, voilà, nous allons rentrer dans son mausolée, là où il repose, lui et son épouse. Les courants sont venus de partout, de tous ses amis chefs d'État du monde entier et tout. Voilà. 126 couronnes qu'on avait dénombrées. Et d'autres courants sont arrivés après qu'on ait fini l'inhumation et tout, en retard. Mais déjà, pendant l'inhumation, il y avait 126 couronnes. Ce mausolée, l'idée est partie de nous, son entourage, pour le lui faire admettre. Ça n'a pas été facile. Il a été quand même obligé d'accepter. Et c'est l'architecte Irène Yawessi, c'est elle qui a dessiné, qui lui a proposé ce plan et tout. Il m'a annoncé qu'il voulait construire sa dernière demeure. J'ai dit, mais tu as vu la forme que tu as? Ne pense pas à ça. Il dit, ah non, il faut le faire parce que personne ne le fera pour moi. Bon, il était dans un état d'inachèvement et maintenant elle a refait un autre plan pour que ce monument puisse justement avoir de l'allure et permettre justement de dire que c'est un mausolée d'un grand homme. Le président Maga a fait don de sa résidence de Parakou à l'église. Il est prévu donc qu'un espace soit aménagé pour un sanctuaire. Là, il y aura la croix, il y aura un espace pour le chandelier où on pourra prier, acheter des bougies. Un kiosque qui permettra de vendre un certain nombre de gadgets et plein d'autres choses que le clergé pourra mettre pour avoir les moyens de l'entretien de ce mausolée. Il est prévu un espace où on pourra remplir un livre d'or. Le livre d'or pourra permettre de laisser des messages et de célébrer les bâtisseurs de la République, notamment le premier qui est le père de l'indépendance. Il n'y a pas de pays où il a été qui n'ait pas reçu de décoration de la plus haute distinction de ce pays. C'était vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup l'unité nationale. Le président Maga, là-dessus, il essayait de promouvoir tout le monde dès que vous êtes béninois. Il ne faisait pas la ségrégation. C'est lui qui a osé changer quand même des noms comme le lycée Victor Ballot, qui était le lycée Ballot, c'est lui qui en a fait le lycée Béanzin. Cela dénote de son sens de nationaliste. Le cours normal des jeunes filles, il l'a fait appeler lycée Oufon, à Porto, Tofa Ier, Félicien Nadior, à Parakou, Mathieu Bouquet et Félicien Koulibaly pour le lycée technique. Rien que des noms de nationaux. L'histoire, c'est comme de les verser. On ne peut rien, mais il faut en tirer des leçons. Si on n'a pas été capable de tirer des leçons, nous n'avancerons pas. On va retomber les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Il est de là-bas, il est de ceci, il est de cela, qui n'est pas de quelque part. Le président qui a construit l'État dahoméen, c'est Maga. Mais le président aussi qui a commencé la construction de la nation dahoméenne,
c'est Maga. C'est deux choses différentes. S'il y avait la nation dahomeyenne, on ne saurait pas s'il y avait le nord, c'est le sud, ou l'est ou l'ouest. Ce n'est pas manque de nation, c'est parce qu'on n'a pas la nation béninoise. Je garde de lui un souvenir d'un homme bon, d'un homme travailleur, d'un homme fraternel, d'un homme qui aimait vraiment son pays. Et j'ai beaucoup regretté les tribulations que les circonstances lui ont fait subir, et bien qui font de lui aujourd'hui quand même un homme de gros crédit pour le Bénin. Ils ont été fortement critiqués et tout, mais par rapport à tout ce qui s'est passé, moi j'ai dit en termes de vision, en termes d'engagement, et ces gens-là avaient de la vision.